Les gars, je viens d'arriver avec un petit groupe de voyageurs. Ça, c'est un petit bonus encore une fois. J'ai connu sur l'application dont je vous parlais la dernière fois. Et on est au Panari. Je vous montre ça. Et non, franchement, grave cool, c'est joli, il y a des belles lumières, il y a à manger, il y a de la musique, voilà. Si jamais vous passez par là, du coup, à Puerto Princesa, bah, passez ici, au Panari, juste à côté du Tiki Bar. Allez, on va rejoindre un petit coucou aux voyageurs et je vous dis à toutes. Trop bien. Et du coup, tu disais, tu avais été au Vietnam, et où est-ce que tu as été d'autre? Eh ben, j'ai fait 42 jours au Vietnam, donc en achetant Babacan sur Hanoï, et je suis remonté sur Agiang, donc Agiang est l'extrême nord, parce que j'ai fait la boucle d'Agiang, la ville de Cao Bang, et après je suis redescendu Hanoï, Hue, Da Nang, Hoi An. Hoi An, on est resté un peu, parce on a rencontré des backpackers avec lesquels on avait un peu d'affinité et du coup bah, on est resté sur Hoi An puis après on a descendu tranquillement avec la moto. 5000 km en moto du nord au sud. Ouais. Et avant 2 mois en Thaïlande où j'ai fait environ 6 ou 7000 km en moto. J'ai pris une bécane en location sur la partie nord, j'ai fait toute la boucle de Mae Song, etc., Pai, etc. Je suis redescendu sur Bangkok et après je suis descendu Bangkok, je suis parti sur Krabi à Honang. À Honang, j'ai traversé, je suis allé sur Lanta, donc l'île de Koh Lanta. Et après, j'ai retraversé complètement à l'est pour aller sur la ville de Koh Samui. Où là, j'ai rencontré la communauté française Koh Samui qui tiennent des business de bouche. Et puis voilà, je suis resté. Les business de quoi? De bouche. Restaurant, bar, etc. Mais hype, no just for... Pas de la mauvaise qualité, mais... Du hype. Ouais. Pour les expatriés qui ont un peu d'argent, quoi. Expats qui ont travaillé surtout dans des très très gros restaurants internationaux, non pas français mais internationaux, avec une très grosse prestation. Et c'est des mecs qui tiennent pavé, puis ils ont 2, 3, 4, 5 business, parce qu'ils sont dedans à fond. Et toi, tu t'es pas dit que tu voulais t'installer en Asie un jour? Non, si, c'est le but de mon voyage. Là, j'ai pris 1 an pour moi, je voyage les différents pays que j'ai fait depuis 10 ans. Et puis je pense que la vibe sera une itinérance entre les différents pays, parce que je pense pas qu'on trouve un équilibre. Si on aime l'Asie, on trouve pas l'équilibre forcément que dans un seul pays. Parce que quand tu achètes un condominium par exemple à Chiang Mai, qui est très intéressant financièrement, tu as 46 mètres carrés pour 86 000 € avec piscine, avec la salle de muscu, etc. Mais par contre, tu vas te conditionner sur Chiang Mai. Tu vas pouvoir prendre une bécane, tu vas pouvoir descendre sur Koh Samui, sur les autres îles, etc. Pas de soucis, mais en fait, tu seras toujours pas obligé, mais tu vas te sentir obligé de revenir pour éviter de payer un loyer supplémentaire. Sachant qu'en plus à Chiang Mai, il y a les brûlis et que tu peux pas rester là-bas toute l'année. Non, alors ça c'est une fausse idée. C'est une fausse idée de l'ensemble des backpackers et tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les brûlis résultent de... Donc les agriculteurs incendient le reste des plantations. Ça permet d'enrichir les sols. Mais depuis 4-5 ans, les brûlis sont plus contrôlés par les agriculteurs. Donc les brûlis brûlent les forêts. Et depuis 4-5 ans, les autorités thaïlandaises ne veulent plus qu'il y ait de brûlis. Donc il y a de moins en moins, mais vraiment quand je suis devant moins en moins, ce qu'on peut voir comme limite fumée ou nuage, c'est juste la pollution. Quand tu commences à partir de Chiang Mai, que tu passes sur les hauteurs pour aller voir les temples, tu vois un nuage qui est au-dessus. Une sorte de filtre. Mais c'est pas les brûlis. Comme un Hanoï, quoi. Si t'as été à Tai Ho. Exactement, c'est ça. Okay. Parce que je pensais que même jusqu'à cette année, ça arrivait encore que voilà, on avait des alertes sur le téléphone qui disaient indice de pollution, attention, sortez pas de chez vous. Écoute, j'ai passé 2 mois en Thaïlande là, avant de passer 42 jours au Vietnam. J'ai fait essentiellement 35 jours sur le partie nord parce que j'ai fait le triangle d'or, Chiang Rai, Chiang Mai, la boucle de Mae Song, etc. T'as fait Pai. Chiang Mai, ouais. Non, Pai. Pai, ouais, yes. Lovely place. Place to be. Beaucoup de concerts, beaucoup de beaux endroits. C'est un endroit hyper chill. Non, j'ai bien aimé, ouais. Trop bien. Et du coup, tu as dit que tu as fait 7000 km en moto, 3000 km. Donc, tu es un bon motard. Est-ce que tu fais partie des clubs ou pas? Non, pas de club. C'est juste parce que je voulais qu'il y avait un fil de mon voyage. Et le fil
conducteur de mon voyage, en fait, c'est la bécane. Pourquoi la bécane? Parce que la bécane en Asie, c'est simple, c'est efficace, et puis tu n'as pas cette notion de temps avec toi. Tu as juste envie de partir d'un homestay à 2h de l'après-midi, tu pars à 2h, tu as envie de partir à 10h, tu as envie de partir à 10h. Tu n'es pas conditionné par ton bus que tu as réservé, où on va te prendre pendant 3 heures sur un sleeping bus, tu vois, par exemple, tu vas rouler 3 heures, on va t'arrêter, on va te forcer à manger à un endroit, et après tu vas repartir pour 6 heures. Le sleeping bus, je pense essentiellement au Vietnam, tu vois, où c'est un peu... Ouais, t'es plus indépendant. Carrément, et surtout, tu rencontres la population locale, parce que tu vas pas forcément prendre les grands axes, tu vas prendre des petits axes. Alors, au Vietnam, c'est un peu différent de la Thaïlande, parce que au Vietnam, tu as des routes qui sont spécifiques pour les motards, et tu as des routes qui sont surtout interdites aux motards. Ah oui. Donc tu es obligé, tu peux pas prendre les grands axes, les high speed, les highway, tu peux pas prendre. Les autoroutes, tu peux pas prendre non plus, quoi. Donc du coup, tu passes par des petits villages, et puis tu rencontres, il faut savoir qu'il y a quand même 52 ethnies répertoriées au Vietnam. Ça te permet d'aller voir un peu plus loin, tu vois, et sortir aussi des packages que les voyagistes te vendent. On va toujours te vendre ce que tu vois essentiellement. Sapa, Ninh Binh, etc. Yeah. Et on te vend le package, mais par contre, si tu sors un peu de... Moi, j'adore Ninh Binh et j'adore Hoi An, mais pas Hoi An intramuros, j'adore l'extérieur de Hoi An. Hoi An, tu vas à Coconut Island, putain, t'as une plage pour toi, les gens ils sont là, t'as une linge pour toi tout seul, tu veux manger, t'as les mecs qui viennent t'apporter ce que t'as besoin, que ce soit de la nourriture, de l'alcool ou des softs. Et t'as personne, y a personne qui vient te faire chier. Pour te dire, je connaissais pas moi Coconut Island, pour le coup. Ah. Donc c'est cool, on découvre des nouveaux havres de paix en parlant aux gens. Et tu te voyais pas faire ça en voiture? Non. Que moto. Ouais. Non. L'Asie se découvre en moto parce que c'est le mode c'est le mode de transport le plus commun, non? Ouais, et le plus facile. Ouais. Moi j'ai acheté une moto pour pas avoir de contrainte de restituer la moto au même endroit. T'as pris quoi comme moto d'ailleurs? Local. Ouais. Un Honda Wave. Okay, il y a deux raisons à ça. Un, c'est hyper répandu. Okay. Si tu casses quelque chose, comme moi j'ai cassé les roulements, j'ai cassé la transmission, tu t'arrêtes n'importe où. En une demi-heure, 3/4 d'heure, tout est réparé. Tu attends à côté de ta bécane et ça te coûte 1 million de dong, tu vois, 1 million, 1,5 million de dong. C'est environ 45 balles, 49 balles, quoi, tu vois. Et tu veux faire ta vidange, pas de souci, c'est 100 000 dong. C'est 2 € et quelque chose, quoi. Tu t'arrêtes à une station de service, dans les petits garages, dans la pampa, même dans la montagne, tu t'arrêtes. J'ai fait une vidéo, le mec il met entre 2 minutes et 3 minutes pour faire ta vidange, c'est un truc de dingue. Incroyable. Donc c'est une moto qui est cheaper à l'achat, ça vaut 200, donc en euros ça vaut 200 €. Tu l'achètes et tu la revends 200 € une fois que tu as fini, quoi. Entre deux, tu fais suivant le nombre de kilomètres, on fait des vidanges entre 800 et 1000 km suivant ta disponibilité et la disponibilité également de la zone géographique des mécaniciens ou des garages. Et puis voilà. La Honda Wave, c'est quoi comme moto? C'est une 125? Alors moi j'ai pris une 110 cm3 parce que le prix était abordable, 200 € pour les Européens, c'est quasiment rien. Et puis j'avais pas besoin de plus, c'est une semi-automatique avec vitesse qui permet de monter facilement les montagnes. C'est les grandes roues surtout, c'est un élément à pas négliger, faut pas que tu prennes un petit scooter avec des petites roues, c'est un peu plus compliqué en montagne. Mais sinon après ça roule, quoi. La limitation de vitesse, c'est au Vietnam pour les motos, c'est 60 km/h maximum. Pas besoin de prendre une 300 cm3, tu vas jamais l'exploiter. De toute façon, je sais qu'au Vietnam, ils ont pas trop de grosses cylindrées, j'en ai pas beaucoup croisé. Non. Je crois qu'il y a même une sorte d'embargo, je sais pas si, en tout cas ils importent pas en tout cas. Non, c'est pas un embargo, en fait elles sont disponibles les bécanes en grosse cylindrée, sauf que économiquement elles sont très chères à l'achat et il n'y a pas d'utilité. Parce que les Vietnamiens utilisent leur Honda Wave, ils mettent un espèce de support à côté et tu as un sidecar, ce qui leur permet de transporter le riz, les fruits, les coconuts, suivant où tu vas dans le cas du Mekong, tu verras que tous les mecs, leur Honda Wave, il y a une espèce de sidecar qui est ajouté et ça leur permet de transporter leurs coconuts. Ok, incroyable. C'est cool ça. Et en termes de route, est-ce que ça va ou est-ce que tu es tombé sur des coins un peu escarpés, tu sais, des routes de gravier un peu comme là, quoi? Alors il y a deux typologies. La Hagyang Loops, pour ceux qui font la Hagyang ou Kawa. Ça je l'ai fait d'ailleurs. Je l'ai fait en novembre 2025. Il y avait très peu de vraies routes. Donc quand je dis une vraie route, c'est une route européenne avec du macadam, des lignes au milieu pour séparer la voie de ça. Il y en avait très peu, c'est beaucoup de cailloux, beaucoup de trous, beaucoup de terre. Et c'est un peu plus compliqué. Là je l'ai refaite perso parce que je voulais faire en autonomie, je voulais la faire tranquille. Et là, je me suis aperçu que il y a eu de l'investissement sur les infrastructures routières
tu as des protections pour éviter de sortir de la route, parce que pour tous ceux qui ont fait à Ganguk, s'il y a des endroits, c'est des ravins. Si tu te sors, tu te sors pas bien, voire tu sors plus. Et cette année, quand je l'ai refait, il y a vraiment beaucoup de nouvelles routes qui ont été faites. Et il y a un élément où j'ai pas trouvé la réponse, c'est que tu vas pouvoir rouler pendant 20 bornes avec une super route, bien plate, nickel. Et après, tu vas taper 2 km où tu vas avoir des trous pas possibles et tu vas retomber sur une autre route. Je suppose que c'est un financement par district, c'est-à-dire que tu as peut-être le village ou le département d'une certaine région, mais la région c'est Hayang. Donc, ouais, c'est peut-être des communes ou un truc et comme tu as ça. l'impression que la frontière entre 2 communes ou entre 2 départements, elle n'est pas vraiment très marquée et du coup chacun paye sa partie, mais il y a un tronçon que personne ne paye. Donc tu te retrouves avec 20 bandes de super belles routes et là tu te retrouves avec après 2 km, tu vas galérer, tu vas rouler à 5-10 km/h pour pas trop niquer la bécane et après tu vas repartir pour 20-40 bandes quoi. Et ça c'est assez récurrent sur la partie nord. Après quand tu descends de Hanoï, c'est de la route Magadam sans aucun problème et là ça roule. Entre Hanoï et Hue, c'est tranquille quoi. Hanoï, Jusqu'à Hue, Danang. Hoi An, c'est bon, tu peux rouler. Après moi quand je suis parti de Hoi An, je suis monté dans les grands plateaux, ce que les Vietnamiens appellent les grands plateaux, c'est un peu plus haut. Là, c'est de la belle route. Tu as du dénivelé parce que tu montes à 900 ou 1000 mètres d'altitude, je crois. Et tu vas rejoindre Dalat. Au bout de 1000 et quelques kilomètres, tu rejoins Dalat. J'ai fait 3 ou 4 arrêts entre deux pour physiquement pouvoir récupérer. Puis quand tu es tout seul sur la bécane, c'est long quand même. Ouais, tu m'étonnes. Mais tu peux t'arrêter quand tu veux, tu peux t'arrêter pour prendre un smoothie, tu peux t'arrêter prendre un café, tu peux discuter avec les gamins, parce que les gamins viennent vite sur toi, tout ce qui est collégien. C'est vraiment incroyable, ils viennent et direct, ils te parlent en anglais et ils te demandent comment tu t'appelles, d'où tu viens, etc. Et les échanges sont super constructifs, super intéressants. Trop cool, ouais. Et du coup, toi qui as fait le nord et le sud, j'imagine, tu préfères quoi, plutôt le nord ou plutôt le sud? J'ai pas de préférence, je pense que le Vietnam c'est le Vietnam et c'est une homogénéité entre le nord et le sud. Je pense que pour un voyageur, déjà quand tu viens 15 jours, ne fais pas la totalité. Prends le temps d'absorber le voyage. Prends le temps, fais que le nord, pas de soucis, nos problèmes. Je suis venu au mois de novembre, j'avais que 2 semaines. Pour des raisons climatiques, j'ai atterri à Hanoï et pour des raisons climatiques, parce que je suis arrivé, c'était le 11e typhon. C'était un peu compliqué, donc on a pris un vol et on est allé sur Da Nang. On est resté quelques jours sur Da Nang et après on est reparti pour faire la fameuse boucle d'Agyang. Trop bien. Donc ouais, plutôt favoriser la qualité que la quantité quoi. Ouais, je pense qu'il faut se laisser porter par le voyage et éviter de faire moi ce que j'appelle du speed picture. Ouais. Donc picture c'est la speed caméra, c'est-à-dire que les mecs ils marchent et ils font des photos et ils cochent des cases quand ils sont rentrés. Donc cocher des cases, je suis allé à Hue, j'ai vu la vieille ville. Je suis allé à Hoi An, j'ai vu les lanternes, tu vois. Ouais. Mais non mec, pose-toi. Prends-toi 1-2 heures, peut-être une journée, parce que tu as besoin d'absorber le moment, les gens qui sont là, essayer de parler peut-être un peu plus avec les locaux, non pas avec les mecs qui veulent te vendre absolument les petites lanternes, mais essayer de parler avec les locaux. Moi je parle pas bien anglais, tu vois, ça fait 3 mois ou 4 mois que j'apprends, parce que le voyage te force à parler anglais. Si tu parles pas anglais, tu parles à personne. En partant, t'avais quasiment pas du tout de niveau d'anglais ou... Non. Incroyable, comme quoi, tu vois, quand on veut, on peut. Ah, mais quand on a les bonnes raisons. Quand on veut, mais ça c'est toute ma vie, même ma vie professionnelle mon gars. Ouais, trop bien. Toi du coup t'as dit que t'étais à la frontière belge, donc t'es à Lille ou ailleurs? J'habite juste au-dessus de Valenciennes, donc on est vraiment à la limite Valenciennes, à la limite France-Belgique. On est à 5 minutes de la frontière belge. Ouais. Trop bien. Et t'as quel âge sans indiscrétion? 48. 48, trop bien. Pas de famille, pas de femme? Non, j'ai quitté ma femme juste avant de venir. Ah. Si tu veux voyager, n'attends pas après tes potes. Si tu veux voyager, n'attends pas après ta femme. Si ta femme elle a pas la vibe de vouloir voyager, c'est que t'es peut-être pas forcément la bonne. Ouais. Mais chacun pense ce qu'il veut. Bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui t'es un micto? Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Un quoi? Un micto. Micto? Ouais, c'est une sorte de mouvement, en gros c'est men going their own way. C'est genre les hommes qui préfèrent vivre seuls, sans attache, sans famille ni épouse, et vivre un peu comme un éternel jeune on va dire, mais en gros qui ne veut pas s'attacher à une quelconque femme et vivre leur vie quoi. Ok, alors si c'est un mouvement nouveau, je le vis depuis... j'ai 48, je pense que je le vis depuis que j'ai 20 ans. Ah oui, ouais. J'ai fait beaucoup de camions, donc ce que j'appelle un camion c'est de la van life. Ouais. Avant ça s'appelait pas la van life. Ça s'appelait la vie quoi tout simplement. Bah oui. Après ça a été un peu arrangé donc ouais.
fait, je suis un nomade de base en fait. Ouais, je pense que le mot est peut-être nouveau, mais ça a toujours existé. Ouais, c'est comme le backpack. Tu vois, les vrais backpackers, en fait, ils ont existé il y a 20 ans. Ouais. Nous, aujourd'hui, avec nos téléphones, c'est hyper facile d'organiser du jour au lendemain ton hôtel, ton transport, etc., etc. Donc, quand on me dit, ouais, tu fais du backpacking, moi, perso, pour moi, je suis pas un backpacker. Les véritables backpackers que je remercie énormément, parce que c'est eux qui ont ouvert la voie à tous ces jeunes, et d'ailleurs que je rencontre quasiment sur tous mes arrêts, tous mes homestays. Et ouais, ils nous ont ouvert la voie et maintenant c'est plus facile. Ouais, bah oui. C'est sûr qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible. Donc Les réseaux qui alimentent l'envie de partir, et après toutes les applications qui sont mises en place pour toi pouvoir faire tes résas. bien sûr. Tes résas de transport, tes résas de homestay, etc. C'est vrai que c'est quand même assez simple, franchement, en Asie, en plus avec toutes les applications qu'il y a, Agoda, 12Go, en vrai c'est pas galère. Non, c'est hyper simple, Donc si vous voulez faire pareil les gars, bah allez-y, lancez-vous, hein. Franchement aujourd'hui tout est facilité, c'est pas comme à l'époque, donc il n'y a plus rien qui vous arrête les gars. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour voyager. J'ai 48 balais, bon, j'ai un passé professionnel qui est assez lourd, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, donc aujourd'hui je suis pas un feignant, hein. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité, j'ai vraiment bossé. De toute façon, dans la vie on a que ce qu'on mérite. Ouais, tout à fait. Ah, tu mérites, faut le mettre en place quand même, tu vois. Bah oui. Faut pas être con non plus. Si tu te dis, ouais, j'ai 100 balles et je finis ma vie avec 100 balles, c'est pas possible. Bien sûr. Il faut juste être un peu intelligent. T'as 100 balles, faut pas dépenser 100 balles. Ah oui, c'est T'as 100 sûr. balles, dépense 20 balles. Garde 80 balles parce que demain. On sait jamais. Ah oui. Exactement. Il faut toujours garder un petit coussin pour l'imprévu. Et après, voilà, au-dessus, faut pas. Le coussin, c'est la base. C'est la base. On ne sait jamais. Parce qu'on pense, quand t'as 30 balais ou t'as 20 balais, t'as une dynamique de vie, tu te sens. Et d'ailleurs, je l'ai vécu cette période-là, je me sentais imbattable. J'ai fait des sports de combat, j'ai fait beaucoup de musculation, j'ai fait du sport à haut niveau. Et il y a une période de ma vie, à 30 balais, je me sentais imbattable. On pouvait pas me casser. Sauf que l'habitude et la répétition des blessures dans le sport fait que ton organisme il récupère de moins en moins. Et quand tu arrives à 40 balais, quand tu te casses, moi j'ai fait une chute en snowboard, je me suis déchiré le quadriceps. La récupération c'est plus de 3 ou 4 semaines ni 2 mois. Hein. Tu mets 6 mois pour récupérer. Putain, La récupération pas pareil, la vie. Et tu vois, en pseudo backpack, ce que je fais, parce que je voyage avec un sac à dos, tu vois, de 70 litres, donc c'est pas une vie quoi. Mais je m'attendais à ne voir que des jeunes. Ouais. Quand je dis jeunes, c'est 18, 20, 22, 25, allez jusqu'à 30 ans, tu vois. Je me dis, je vais me sentir un peu vieillot dans tout ça. Et au final, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, ouais, avec lesquels j'ai gardé pas mal de contacts via WhatsApp, via les réseaux. Et ce que j'étais étonnamment surpris, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi. Alors, je sais pas comment on peut nous appeler générationnellement, tu vois. Et des gens qui ont une quarantaine d'années ou 35 balais qui commencent à arriver sur 40 et ils se disent on en a marre un peu des systèmes européens de payer ces taxes, on a un peu de pognon et on veut profiter de notre pognon maintenant. Est-ce qu'on peut appeler ça la crise de la quarantaine, la fameuse? Non, moi à 40 ans je me suis allé acheter une Lamborghini donc. C'était plutôt ça la crise de la quarantaine. Peut-être, ouais. Et donc au final, est-ce que la Lamborghini t'a rendu plus heureux que le voyage en Asie? Non, mais elle a soumis tes rêves, mec. Si t'as pas de rêve, Bien tu sûr, meurs. bien sûr. Si t'as pas de rêve, tu meurs. Et surtout, si t'as pas de rêve, y a rien qui te pousse à te lever le matin. Parce que c'est un peu ton objectif, en fait. C'est vrai. Si t'as envie de rien ou je sais pas, si t'as pas beaucoup d'ambition, en fait la vie devient vite fade. La vie, il faut de l'ambition et avoir des rêves. Voilà, c'est ça. Donc, et le truc, parce que moi personnellement, de ce que je remarque, c'est que en général, les choses matérielles, on se lasse vite. Je sais pas si c'est ton cas. Alors moi, je suis pas matérialiste. Je veux juste assouvir des rêves. Parce que sinon, les rêves, si tu les assouvis pas, tu les as toujours au fond de ton tête. Alors je ne dis pas qu'il faut les assouvir de suite. Aujourd'hui, tu as une idée, il faut pas l'assouvir forcément demain, parce que tu auras peut-être pas la structure, l'argent, le temps, tu vois, pour le faire. Mais tu l'as au bout de ta tête, et puis tu te dis, ouais, je l'ai. Pour y arriver, il va peut-être falloir que je prenne du temps pour mettre peut-être de l'argent de côté, me trouver un créneau temporel. Temporel, c'est pas horaire, c'est vraiment temporel, c'est trouver la période qui correspond. La période, ça veut pas dire un mois, une semaine, c'est peut-être un an, peut-être 2 ans. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc tu mets en place ça, voilà, tu bosses, parce qu'il y a pas de secret quoi, si Bien tu sûr. bosses pas t'as rien quoi. Ouais. Et au final, voilà, tu mets un peu de pognon de côté, tu fais fructifier. C'est à toi de trouver les bons business aussi, tu vois, tout en faisant quelque chose d'honnête, pas faire du business à la con où tu vas te retrouver en 11, tu vois. Bien sûr. Et puis, ça dure pas, ça, de toute façon. Non, ça dure pas. Et puis après, voilà, tu mets en place. Si ton rêve, je sais pas, c'est d'avoir une Twingo rose, achète une Twingo rose, mec. Ouais. Lève-toi le matin, bosse, mets 1000 balles de côté tous les 2 mois, tous les 3 mois, suivant ce que tu fais comme job.
Et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, tu achètes ta Twingo rose et tu seras heureux peut-être avec ta Twingo rose. Exactement. Moi mon rêve c'était pas une Lamborghini. Ouais. Mon rêve c'était d'avoir une caisse. Ouais. Et puis dans ma caisse j'en ai eu beaucoup. Bah c'est cool. Après si t'as eu les moyens de t'offrir un Lamborghini, bah pourquoi se la refuser? Alors j'ai eu les moyens de mes autres ambitions tout simplement. J'aurais jamais acheté une grosse caisse si j'avais pas financièrement la possibilité. Ouais. Et ne jamais se mettre dans le rouge. Si t'as 1000 Exactement. balles, ne dépense pas 1000 balles. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens, les gars. Oh putain, carrément. Aujourd'hui, c'est tellement simple parce qu'on vit tellement pour les autres, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui claquent tout dans le matu vu pour faire plaisir à des gens qu'ils n'aiment même pas. Ouais. Et ils vont jusqu'à se mettre en difficulté financièrement pour ça. Tu vois, moi, je trouve ça tellement dommage. Personnellement. Hein. Beaucoup de gens font comme ça. Ouais. Ouais. Moi perso, c'est pas ma dynamique de vie. Ouais. Tu peux me voir aujourd'hui un petit t-shirt, un petit truc, on vit très correctement. Bah oui. Et personnellement, je m'en cache pas. Quand les gens me posent la question, moi je suis ouvert, il n'y a aucun problème. Ouais, t'as pas de tabou de l'argent. Non, on est en France. carrément pas. Les mecs me posent des questions, comment t'es arrivé là, etc. Parce que ma vie elle est assez pas complexe, elle est complexe professionnellement. Parce que quand t'arrives à un certain niveau financier ou à un certain niveau de confort, t'as donné beaucoup dans ta vie. C'est-à-dire t'as sacrifié une partie de ta santé. Parce que le mec qui fait 7 ou 8 heures, il dit oh putain j'ai bossé 7 heures, putain j'ai bossé beaucoup. Ah ouais mec, mais tu fais 7 heures, tu gagnes pas forcément ta vie. Tout ce que tu vas gagner, tu vas le donner aux impôts. Bien sûr. Et à côté, tu vas faire plaisir à ta femme et tes enfants, tu vas aller faire 2-3 restos et tu feras pas grand chose d'autre. Après, ça dépend du métier aussi. Parce que si ton métier tu le détestes, 7 heures ça peut te sembler tellement long et ça peut te tuer, tu vois. Ok, Alors que si c'est pour un projet que tu kiffes, bah, et que dans lequel tu as une vision, ouais, je sais pas, tu pourrais bosser même 10 heures, 15 heures. En fait, tu le sens pas parce que c'est pour toi, tu vois. Alors tu peux kiffer ton métier, y a pas de problème. Ouais. Mais si ton métier en France te ramène 2500 balles, mec, si t'as des rêves, Ouais, ça va être compliqué. c'est un peu compliqué. Par contre, si t'as ton métier, tu fais tes 2500 balles, c'est ton fixe, pas de soucis. T'as tous les avantages fiscaux français. Mais tu payes aussi les impôts pour les payer tes avantages fiscaux français. Bien sûr, bien sûr. Et à tes avantages sociaux. Sachant qu'en plus, la tranche 2005-3000, c'est la pire. Parce qu'ils sont ni trop riches, ni trop pauvres. Donc en fait, ils ont pas d'aide et ils payent full l'impôt, quoi. Et à côté, il faut que tu fasses. À côté, moi je suis partisan de. Tu te montes ton propre business, auto-entreprise ou là, tu prends le statut que tu veux. Et à côté, tu bosses sur toi et là, tu vas prendre plaisir parce que tu vas faire du pognon pour toi. Ouais. Du coup, tu as ton fixe, ton salaire pour ton patron, etc. Tu fais ça et à côté, quand tu rentres à la maison, bah tu jobs. Ah oui. Tu jobs et au bout de 3-4 ans, tu fais putain, mec, je peux m'acheter une petite maison, tu vois, une petite maison. Ou je peux acheter une caisse, quoi, ou une caisse neuve. Et je pense que ça fait partie de la solution de s'en sortir. Bien sûr. Si tu fais tes 8 heures et que tu attends ton salaire à la fin du mois, j'espère pour toi que tu as des petits rêves. Ouais. Si tu as des gros rêves, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, avec l'inflation, c'est même pas intéressant parce que ton salaire il finit par baisser au final. Ah, l'inflation, tu y penses même pas. Tu vois. Donc c'est chaud. Et sans indiscrétion, est-ce que tu venais déjà d'un milieu assez aisé de base? T'as des parents qui étaient quand même. Justement, non. Ça, c'est la question qu'on se pose en général tout le temps. Non. Alors non, moi quand j'étais gamin, j'étais fils d'ouvrier. Ouais. Et non, je devais bosser très jeune pour commencer à gagner un peu d'argent. Comme quoi c'est faisable, l'ascenseur social n'est Mais pas carrément, cassé. mais il y a un élément. Bon, ok, tu arrives dans un milieu aisé, l'expression est bonne. Tu nais avec une cuillère en argent dans la bouche, certes ça va être plus facile. Mais je ne suis pas sûr que ça t'aide à 100% dans la vie. Parce que tu vas arriver, tu n'auras pas les automatismes de débrouille. Le système D est super important. Donc tu vas peut-être avoir un certain confort financier parce que tu as déjà l'argent. Donc tu vas facilement prendre des risques. Parce que tu vas dire de toute façon, je prends un risque à 10 000 balles, je m'en fous. J'ai un demi-million qui m'attend, j'en ai rien à branler, 10 000 balles, je prends le risque. Par contre, quand tu viens d'un milieu qui est moins aisé, eh ben c'est moteur. Parce que tu dis de toute façon, je sais d'où je viens. Je viens de là. Et en général, les gens qui viennent d'un milieu très bas, ben, ils arrivent. Il y a un ascenseur qui est professionnel, qui est assez rapide, parce que tu es hyper motivé de réussir. Et tu veux prouver à tes parents que tu peux réussir, à tes amis, ceux que tu as eu à l'école. Moi j'étais cancre, à l'école j'étais le dernier de la classe, tu vois. Et j'ai eu une bonne étoile dans ma vie, qui était un prof, et qui m'a relancé sur la voie des écoles. J'ai pu faire des études après. Mais quand t'es cancre de la classe, où tous tes potes, tu vois, ils prennent un peu de distance, parce que bon, t'es pas le mec à fréquenter, tu vois. Tu vas rien faire de ta vie. De toute façon, le prof principal, quand il fait les réunions, il dit que tu vas rien faire de ta vie. Et tu les revois 15-20 ans avant. Après, je suis propriétaire de ma maison, j'ai jamais fait l'emprunt de ma vie. J'ai une baraque qui fait dans les 300 mètres carrés, quoi. J'ai un garage qui est très rempli. Je vais bien, quoi. Voilà, de toute façon, ça veut rien dire. La réussite scolaire n'est pas liée à l'intelligence ni à la réussite. L'intelligence, tu commences à l'avoir avec le temps. Parce que tu as des automatismes de système D.
plutôt que d'acheter quelque chose que tu peux pas acheter, ben, tu peux peut-être le fabriquer, le récupérer, le réparer, tu vois. Tu vas toujours les petits bons plans. Un autre mode de consommation. Ah oui. Et ce qui vient, j'ai envie de dire, quand tu viens d'un niveau de vie qui est assez bas, si tu es amené par la suite, on va dire que tu as une ascension qui est plutôt pas mal, mais qu'au final tu redescends par la suite, c'est pas, comment dire, c'est pas inconnu. En fait, tu pourrais toujours vivre avec moins, parce que tu l'as déjà fait. Alors qu'un riche qui a toujours été riche, je pense que s'il devient pauvre du jour au lendemain, tu vois, il va plus galérer. Ok. Quand même. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, c'est une découverte pour lui. Et c'est un peu le, je veux pas dire le challenge, parce que je sais que je vais le remporter, parce que la dynamique du voyage est bonne, mais c'est un peu ma dynamique de voyage. Je me suis dit, je compte pas la retraite. Je suis de ceux qui, pourtant non, j'ai cotisé, hein, j'ai même une cotisation cadre, j'ai cotisé beaucoup, et je sais que j'aurai pas de retraite. Donc ma dynamique, c'est, j'ai capitalisé depuis des années pour avoir ma retraite, et maintenant je peux me permettre, dans 1 an ou 2 ans, je peux me permettre de prendre ma retraite. Mais pas une retraite en Europe, parce que c'est vraiment trop. Ouais. Donc c'est une retraite en Asie. Et la dynamique de ce voyage, elle est construite sur le fil que même si on a les moyens financiers, on va pas y toucher. On va essayer de voir quelles sont nos limites propres. Est-ce que ça va être notre confort, notre moyen de locomotion, notre façon de s'habiller. Et je veux voir jusqu'où moi je peux aller et trouver ma zone de confort psychologique, où je vais me sentir bien avec très peu d'argent. Et je suis en train de le faire. Et je pense que le pari, pour l'instant, sur les 3 pays que j'ai fait, est bien réussi. Ouais. Bien sûr. Et quelque part, est-ce que la liberté, c'est pas aussi savoir vivre avec peu? Yes. Parce que si t'as peu, surtout si t'as pas d'emprunt, si tu n'as rien à personne, tu y arrives. Ah ouais. Parce qu'au final, si tu as beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins, bah forcément, il te faut aussi beaucoup plus de revenus. Ah ben, disons que la vie, tu vas l'avoir différemment, parce qu'il va falloir mettre en place des process qui vont t'amener à ce que tu as besoin, donc que ce soit le matériel ou soit l'argent pour acheter le matériel. Quand je dis matériel, c'est une bécane, ça va être tes vêtements, ça va être ton téléphone. Et soit tu arrives à le trouver d'une façon, soit tu as l'argent pour l'acheter, quoi. Bien sûr, bien sûr. Trop bien, trop cool. Et d'ailleurs, tu parlais de la retraite, tu te verrais plus du coup en retraite en Asie, j'imagine. Ouais, en itinérance. Et puis de toute façon, est-ce que tu aurais voulu une retraite en Europe? Non. Alors, je fais partie des gens qui ont payé beaucoup d'impôts à la retraite. Alors, je suis d'accord pour payer les impôts. Alors, je suis pas contre la France. Je suis d'accord pour payer les impôts. Pourquoi? Je viens d'un milieu, comme tu l'as dit, moins aisé que la normale. Comme j'étais pas forcément aisé, j'ai pu avoir des aides de l'État, ce qu'on appelle les bourses. Donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac plus 2, après bac plus 2, j'ai fait encore 3 ans supplémentaires, et j'étais un cancre, hein. Mais j'y suis arrivé quand même. Et ils m'ont aidé, l'État m'a aidé. Donc l'État m'a aidé par les impôts des autres, parce que c'est le système socialiste. C'est une caisse. Exactement. Donc je suis d'accord, lorsque je sors du boulot, je sors de mes diplômes, je commence à bosser, je paye les impôts. J'ai jamais revenu à payer les impôts. J'ai payé les impôts, là ça fait quasiment plus de 30 ans que je paye des impôts, et bien, quoi, parce que j'ai pas d'enfants, je peux rien déduire, hein. J'ai des véhicules de fonction, etc., donc je peux rien déduire. J'ai pas d'enfants, pas de femme, donc je suis le mauvais gars, parce que je paye beaucoup, quoi. Et je suis pas contre de payer pendant 25 ans des impôts. Pourquoi? Parce que je participe à l'effort commun. Ça me pose pas de problème. Par contre, après 25 ans de cotisation assez élevée, aujourd'hui j'en ai marre, quoi. Ah oui. Et puis est-ce que tu trouves pas que les impôts, ok c'est bien, mais est-ce qu'ils sont peut-être pas trop élevés? Alors ça sera toujours élevé pour quelqu'un qui va sortir de l'argent de son portefeuille. Parce que tu préfères garder l'argent pour toi plutôt que de le donner. C'est sûr, mais tu vois, en France on est quasiment à 50%, voire même plus, il y a aussi la TVA. Oui, quand tu calcules tout, tu vois. J'allais te dire, il y a différents impôts. C'est le cumul des impôts qui devient chiant. Qui devient chiant financièrement et au niveau de ton portefeuille. Quand tu prends ta fiche de paye, on t'enlève pour un cadre entre 22 et 27 points. Ok. À ça, on t'oblige de prendre la mutuelle obligatoire, donc ça t'enlève encore un peu. C'est pas un impôt, hein, ok, j'ai tout à fait compris, mais on est obligé de la prendre. Là-dessus, quand tu vas faire tes courses, que tu vas faire ton plein de carburant, même si tu as un véhicule de fonction, tu as des véhicules perso, tu vas faire ton plein ou tu achètes ta bagnole, tu payes de la TVA chez un professionnel. Tu vas acheter ton carburant ou tes entretiens, tu vas chez un professionnel, tu payes de la TVA. Tu vas acheter tes courses, tu repayes de la TVA. Tu vas acheter une maison, tu dis ouais, pour ma retraite, je voudrais quand même ne pas payer de loyer, je voudrais quand même pour mes retraites, quand je serai 60 balais, quand tu te projettes en vivre en France, tu dis je voudrais acheter une petite maison. Ok, tu achètes une maison, tu payes tes frais de notaire, c'est un impôt déguisé. Et par contre, chaque année, on va venir t'envoyer un petit papier là, au mois d'octobre, où tu vas déclarer ton foncier. T'es propriétaire, donc tu vas payer une petite taxe, quoi.
c'est le cumul des taxes qui est compliqué. Ouais, qui est un peu lourd, quoi. Je suis d'accord pour dire que bon, payer c'est toujours chiant, mais tu vois, il y a une différence entre payer peut-être 50% et peut-être 10 ou 15. Ouais, ouais. Peut-être que 10 ou 15 serait peut-être un peu plus acceptable, tu vois. Je répète, je suis quand même d'accord pour cotiser pour cette caisse, que tout le monde en profite. Parce qu'il y a certainement des gamins qui ont besoin, je dis des gamins, ceux qui sont en université, quoi, qui ont besoin de l'argent pour pouvoir faire des études et puis après bien rentrer dans la vie, quoi. Bah oui. Mais c'est un peu trop. Après, je pense que la France, c'est peut-être pas le pays le plus à plaindre en termes d'imposition. Il y a d'autres pays dans la communauté européenne ou hors Europe où on paye beaucoup. On paye beaucoup. La notion de beaucoup, elle est relative à chacun, tu vois aussi. Bien sûr. Tu prends 10 000 par mois, 10 000 de salaire et tu payes, je sais pas, 2 000 euros par mois de salaire, d'impôt, tu dis, ouais, ça, tu gagnes 2005 et on te demande 700-800 balles. Là, ça te fait chier. Ah oui, c'est proportionnel. Ouais. Et c'est normal, ouais. Trop bien. Bah écoute, trop stylé, très bonne conversation. Est-ce que tu peux nous rappeler vite fait ton prénom, ton âge, à la limite? Ah, je m'appelle Luciano, j'ai 48 ans. Trop stylé. Du coup, tu es de près de Valenciennes. Ouais, Et est-ce que tu aurais un petit conseil, je sais pas, pour la jeunesse qui veut peut-être se lancer dans le voyage? Vivez vos rêves, n'attendez pas, vivez vos rêves. Nickel. Est-ce qu'il faut beaucoup d'argent pour voyager ou pas? Alors non, pas forcément. J'ai fait le challenge en Thaïlande, donc j'ai fait la partie nord de la Thaïlande qui est la partie la moins chère. Donc la partie nord c'est à partir d'Ayutthaya. Donc c'est le nord de Bangkok. À partir de Ayutthaya j'ai fait le triangle d'or, donc je suis à l'île de la Birmanie et le Laos. J'ai fait un test sur un mois en comprenant ma location de scout sur le mois, mes homestays, ma bouffe, mes petits plaisirs, parce que des fois t'en as marre de manger asiatique, le sucré salé c'est sympa, mais des fois t'aimes bien bouffer un burger, t'aimes bien bouffer pizza. Pizza, ouais. J'ai fait mon premier mois à 750 balles. Comme quoi? Par contre, quand je suis descendu dans le sud, donc quand je dis le sud, je veux dire le sud de Bangkok, donc quand tu commences à partir sur les îles, en faisant attention, j'ai été quand même dans des restos parce que j'ai besoin de me faire plaisir de temps en temps. Les verres de vin, moi je suis un buveur de vin, donc même s'il n'est pas forcément qualitatif, c'est la sensation de vin dans la bouche qui est agréable et qui rappelle un peu ce que je buvais en France. J'étais quand même à 1200-1300 balles. Ah ouais, ok. C'est une belle différence, quasiment le double. Ouais, tout à fait. C'est un peu moins du double, mais... Après, c'est connu que le sud, de toute manière, est toujours plus cher. Ouais. C'est plus touristique. Après, c'est parce que j'ai pas pris le temps de connaître les îles et de savoir où aller manger. Parce que tu peux toujours aller manger chez les locaux. Bien sûr. Et les locaux, eux, ils ont pas des gros salaires, donc ils mangent à pas cher. Ah oui. Donc si tu prends le temps, si tu vas pas en bord de mer, tu veux pas absolument avoir les pieds dans le sable avec le cocktail et la table qui va bien, avec la nappe, la petite lumière qui va bien sur, tu peux t'en sortir. Si t'as pas besoin de ça et que tu te dis moi un café c'est un café, j'ai pas besoin d'aller chez Starbucks pour acheter un café à 10 balles. Moi le café à 1 euro il me suffit amplement. Et tu y arrives, tu peux y arriver. Ouais. Trop bien. Donc voilà, comme quoi les gars, avec entre 700 et 1500, vous pouvez largement faire un mois et sans vous faire trop plaisir. En vrai, moi ce que je pense en général, le budget c'est à peu près 900 000. Ce que je me dis c'est 30 euros par jour, 10 euros logement, 10 euros pour la bouffe et 10 euros pour une activité. Sachant que parfois c'est moins, parfois c'est plus, mais ça s'équilibre. Donc voilà, environ 800-900 balles. Le Vietnam c'est moins cher que la Thaïlande. Bien sûr. Le repas, tu prends du riz blanc, une cuisse de poulet, t'as la petite soupe, t'as le thé qui est offert, les vegetables, donc les légumes, et c'est à cuisiner dans les... Alors ils appellent pas ça des restaurants au Vietnam, ils appellent ça les cantinas. Okay. Tu rentres chez les gens, ils installent 3 ou 4 tables, t'as pas beaucoup, et ton repas c'est 30 000 dong. Donc 30 000 dong, c'est 0,97 centimes. Parce que 1 euro aujourd'hui c'est combien de dong? Moi à l'époque c'était 26. Là aujourd'hui 30 000 dong c'est 0,97. Ok, donc ça a encore baissé. 33 000. Incroyable. Donc voilà les gars, c'est le moment d'aller au Vietnam. Hein. Et peut-être un pays préféré en Asie pour l'instant? Même s'ils sont tous différents, ils ont tous leur charme. Ouais, c'est difficile. Je veux dire que je les aime tous, ils ont tous leurs problèmes internes et ils sont tous différents. Ouais. Mais non, je dirais pas pour l'instant. Et c'est que le début, tu vois, je suis sur mon 4e mois, c'est le 3e pays que je visite. J'en ai encore plein d'autres qui m'attendent derrière. Donc aujourd'hui, je me prononcerai pas. Je préfère attendre mes 10 mois de voyage et après me dire, j'aurais peut-être une préférence pour un certain pays. Mais je pense que ma dynamique de vie, c'est pas un pays. Ma dynamique, c'est différents pays parce qu'il y a différentes choses. L'approche thaïlandaise n'est pas la même que l'approche vietnamienne nord, pas la même approche vietnamienne sud. Et
et pas la même approche qu'ici. Les Philippines, ouais. Exactement. Chaque pays a son charme et sa différence. Et peut-être, voilà, pour l'instant, de toute façon, tu continues à visiter et tu verras par la suite. Bien sûr, bien sûr. Je suis un peu porté par le voyage. Ouais, voilà. Et de toute façon, c'est pas toi qui choisis le voyage. Hein. Ça, c'est vraiment une tromperie. C'est le voyage qui te choisit. Et ouais, voilà. Trop bien. Sur ces belles. Ouais. Si tu te fais accueillir par les locaux, il y a différentes façons pour se faire accueillir les locaux. Je vais pas dire un conseil parce que je suis pas quelqu'un qui donne des conseils facilement, mais bon, il y a une chose qu'il faudrait que les gens, on est tous invités dans les pays dans lesquels on visite. La moindre des choses, c'est d'apprendre la base locale, le langage. Ici, c'est une ethnie encore différente que de Manilla, mais la base, c'est au moins dire bonjour. Après, tu brodes en anglais, hein, tu brodes, ils vont comprendre, parce qu'ici, tu as compris que tout le monde parle anglais. Dire merci avec le langage ethnique local et dire au revoir. Et ça, c'est très apprécié par les locaux. Et dès que tu vas dire bonjour, tu vas voir dans les yeux des mecs et le petit sourire. Puis il va te demander si tu parles local, tu vas faire non, just a little word, just for respect, Philippine people. Et je pense que ça c'est très important dans chaque pays. C'est très important au moins de connaître ces trois mots-là. Et puis il faut pas oublier que le sourire c'est universel. Yes, yes. Même si tu sais pas dire bonjour et que tu le prononces mal, fais un smile. Ah oui. Fais un smile. Et dès que tu vas commencer à avoir un smile, le mec il va avoir un smile puis au fond de lui il va dire, il vient, il visite notre pays et il fait de l'effort d'apprendre quelques mots et pour lui c'est très valorisant. Dans tous les pays, c'est comme ça. Dans tous les pays. Ouais, au final, l'erreur à faire, c'est de vouloir venir et imposer son langage, tu vois. J'allais y venir, mais ouais, c'est ça, exactement. Si tu l'imposes, on peut pas venir en tant que colon, voilà, même si parfois on voit des choses qui sont un peu moins développées, un peu pas, voilà, qui ne respectent pas les standards qu'on a en Europe, ne serait-ce que pour l'hygiène, etc. Faut pas les prendre de haut, faut se dire qu'ici c'est différent, ils ont aussi leurs propres moyens. Et puis voilà, on est meilleur sur certaines choses, ils sont meilleurs sur d'autres choses. Il faut rester humble. Et puis de toute façon, on est aussi là pour voyager et découvrir d'autres choses. Donc, ouais, voyager, apprendre. De toute façon, quel que soit l'âge, on apprend. Donc le voyage t'en prend beaucoup. Et je suis intimement persuadé, d'ailleurs je l'ai vécu une multiple. D'ailleurs on le vit encore là maintenant, ce moment, parce que vous voyez pas la table et ce qui se passe derrière, mais c'est des gens qu'on a rencontrés. Je vais vous montrer un peu. Et c'est que si tu commences à parler quelques mots du dialecte local, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies et du coup c'est pas tout le monde parle pas de la même façon, et après ça t'ouvre des portes. C'est-à-dire ils estiment que tu as essayé de faire un petit effort, pas en leur faveur, mais dans leur sens. Et puis ils vont te proposer d'aller boire un thé ou d'aller boire dans des endroits que tu n'aurais jamais été, même sur les réseaux, c'est des endroits que tu n'aurais jamais été. Je pense qu'ici, tu vois, on est au Panari et je pense que sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, quoi. Alors que l'ambiance est top, il y a un concert en live, les chanteurs sont bons, il y a des bars, il y a des restos. Il y a des locaux, si tu veux parler avec les locaux, c'est très simple. Tu les agresses pas, tu rentres pas dans leur zone de confort, tu les approches, tu fais un eye contact, tu fais un petit sourire, tu essaies de parler 2-3 mots du langage local et après t'enchaînes en anglais et puis là voilà, tu vas partir, tu vas commencer à parler avec des gens et puis après on est des French donc on parle beaucoup avec les mains. Ouais. Donc même si tu comprends pas trop comme moi, tu vois, je comprends pas trop l'anglais quand les gens parlent très rapidement, je comprends des fois, tu vois, 30-50%, bon ça s'améliore avec le temps mais... De toute façon la communication est surtout non verbale. Hein. Ouais, et voilà, tu mimes et au final c'est ce qu'ils appellent so cute. Ils trouvent ça joli, marrant, attendissant. Le fait que que moi je maîtrise mal, que beaucoup de Français qui viennent en voyage en Asie maîtrisent mal l'anglais. On fait du mot à mot, on fait pas de la conjugaison. Et ça, ils sont avec les grands yeux ouverts, les sourires, et là ils disent ouais. Bah ouais. Trop cool. Écoute, trop bien, écoute, merci pour cet échange. Merci à vous. Si jamais les gars vous voulez faire pareil, n'hésitez pas, vous avez les petites coordonnées juste ici. Si vous avez un témoignage à faire, si vous voulez apprendre à voyager sur du long terme, n'hésitez pas. En tout cas avec Luciano, c'était un super plaisir de se rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas les gars, lâchez un commentaire, likez, partagez. Et si jamais vous voulez passer sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Allez, ciao, rendez-vous au prochain épisode. Ciao, un mot pour la fin. Profitez de la vie, mais c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Soyez heureux. Trop bien, allez, ciao.